Donc nous sommes en ligne. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Hangout spécial 1 an. C'était il y a 1 an et 1 mois jour pour jour. Johanna Roland, vous étiez élue maire de Nantes. Pour l'occasion, un dispositif spécial a été mis en place 1 semaine pour faire un point d'étape. Bonjour Johanna Roland. Bonjour. Donc nous sommes sur ce Hangout avec 5 Nantais qui vont vous poser des questions ce soir. Je vais les présenter extrêmement brièvement et puis eux-mêmes auront l'occasion de se présenter un peu plus à chaque fois. Ils vont prendre la parole régulièrement pendant les 40 minutes durant lesquelles nous allons être ensemble. Nous sommes avec Maglone Calvas, Rémi Chevret, Stéphane Auger, Clément Doué et Joseph Désiré Sommin. Et on va commencer tout de suite par parler de la vie citoyenne nantaise, parce que nous sommes sur une opération Hangout, nous sommes sur une discussion ensemble, et donc ça me paraissait important qu'on commence par parler de cette discussion justement, cette citoyenneté, cette vie ensemble. Et on va commencer par Maglone Calvas, qui avait un sujet sur ce dialogue citoyen, comment est-ce qu'on pouvait, quel sujet on pouvait confier à ce dialogue citoyen. Je crois que Maglone, si vous pouvez vous présenter en quelques mots, et nous dire un peu quelles étaient vos questions sur ce dialogue citoyen, cette vie citoyenne. Oui, tout à fait. Bonjour Madame le maire, merci de me donner l'opportunité de prendre part à cet échange. Donc j'ai fait mes études dans les années 90 à Nantes et là j'habite à nouveau ici depuis 1 mois. Et donc je suis très intéressée par toute la politique nantaise, notamment dans sa transition, pour toute sa partie de transition écologique. Et concernant le dialogue citoyen, je souhaiterais savoir quels sont les sujets qui peuvent justement être confiés à ce dialogue et à contrario ceux qui en sont exclus a priori. Et une question qui est liée à la première question, une seconde question liée à la première, c'est comment sont fixées les règles de prise de décision au sein des conseils de quartier. Donc Johanna Roland, c'est à vous. Bonsoir à vous. Merci d'abord pour cette question sur un sujet qui m'est particulièrement cher, puisque effectivement, une des orientations que j'ai données dans cette première année de mandat, où avec mon équipe, nous avons fait en sorte que cette année soit une année utile pour Nantes et les Nantais, c'est de clairement monter d'un cran, pour le dire de manière directe, sur la question du dialogue citoyen. Alors pour répondre d'abord très clairement à votre première question, est-ce qu'il y a des sujets qui sont exclus d'office des logiques de dialogue citoyen? Non. Pour moi, il n'y a aucun sujet exclu d'office du dialogue citoyen, puisque j'ai annoncé et travaillé avec mon équipe, notamment Bassem Assay, mon adjoint en charge de ce sujet, pour qu'à Nantes, aujourd'hui, à la fois les grands projets, mais aussi les projets du quotidien puissent être mis au débat. Par contre, et ça, j'y tiens énormément parce que je crois que sur ce type de mode de fonctionnement un peu nouveau, un peu innovant, c'est essentiel de le dire pour d'abord créer de la confiance. Il doit y avoir une clarté des règles du jeu. Le cap du projet pour Nantes, pour le Nantes d'aujourd'hui, pour le Nantes de demain, il appartient à l'équipe municipale que je dirige parce que les Nantais nous ont confié cette confiance au travers des suffrages de le fixer. Je le dis parce que ça veut dire que on ne met pas au débat le cap. Le cap, c'est bien ce qui nous guide, et particulièrement dans un contexte national pas toujours facile. Donc ce cap-là, il ne se met pas au débat. Par contre, ensuite, les modalités pour arriver au cap, les moyens pour remplir nos objectifs, tous les sujets sont susceptibles d'être mis au débat citoyen. Mais je crois que pour que ça marche, il faut que d'emblée, on puisse dire clairement, voilà, sur ce projet-là, ce point-là est soumis à discussion, ce point-là est soumis à discussion, et par exemple, ce point-là et ce point-là ne l'est pas, soit pour des questions de sécurité, s'il s'agit, je ne sais pas, de l'aménagement d'un immeuble, soit de pouvoir dire attention, il y a des contraintes financières, en tout cas, pouvoir fixer d'emblée les règles du jeu, et en clarté. Et puis, alors, Maglone, justement, poser la question des conseils de quartier qui peuvent être un des exemples sur cette phase participative que vous souhaitez mettre en place. Bien sûr, les conseils de quartier, par exemple, là aussi, c'est important de dire les choses clairement. À partir du 21 mai, nous allons installer des nouveaux conseils de quartier. On les a vus plus souples, plus ouverts, notamment pour qu'ils puissent embrasser, j'allais dire, une diversité de Nantaises et de Nantais, de générations, de profils, de quartiers, etc. Est-ce qu'on va déléguer au conseil de quartier le fait de choisir et de prendre des décisions? Non, là aussi je le dis clairement. Je pense que la fonction des élus, c'est d'assumer leurs responsabilités. Par contre, on va aller solliciter les habitants, les citoyens dans les conseils de quartier pour avoir leur avis sur tel ou tel sujet.
Et là, par exemple, puisque c'était votre question, on peut très bien imaginer que sur un avis, eh bien, soit le conseil de quartier, ça se fait par consensus, il y a consensus, soit par délibération, soit même par vote. Pour vous donner un exemple concret sur lequel on a déjà des résultats, quand on a fait travailler les conseils de quartier sur la question des déplacements doux, eh bien, les conseils de quartier ont formulé un avis. Moi, j'ai en tête un ou deux quartiers où il va y avoir des désaccords, parce que l'ensemble des habitants autour de la table n'exprimaient pas le même point de vue. Et donc, ils avaient fait le choix de retenir dans leur proposition uniquement les points qui faisaient consensus. Voilà un exemple de la manière dont parfois ça s'est passé. Alors, il y a Joseph Désiré Saumin qui a une question aussi sur ces conseils de quartier qui a l'air d'intéresser vraiment. Alors, Joseph, je vous laisse poser votre question du coup, qui était plus pragmatique finalement, qui était vraiment quel est le calendrier, comment ça marche vraiment ce conseil de quartier? Oui, Madame le maire l'a dit tout à l'heure, il y a la question de, vous voulez permettre à ce que le conseil de quartier puisse, disons, les réformer. Ce que je souhaiterais savoir, c'est les réformer mieux. Mais quels sont les axes précis de ces réformes-là? Lorsque vous dites que vous voulez qu'ils soient plus inclusifs, qu'est-ce qui sera fait concrètement en termes de dispositifs, en termes de processus, pour permettre à ce que cette réforme les rende plus inclusifs? Et suivant quel calendrier? Il y avait aussi une question sur le budget, je crois. Hein. Oui, alors, la seconde question qui prolonge celle-ci, c'est, je vous ai suivi très clairement lorsque vous avez dit que vous voulez innover la gouvernance au niveau de la ville de Nantes, et vous aviez dit que vous mettrez en place des budgets participatifs de quartier. En quoi vont consister ces budgets participatifs de quartier? Ils vont concerner quel type d'action? Comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Quel sera le design de ces budgets participatifs? Dans quelle mesure est-ce que vous assurez également que là, ils soient le plus inclusif possible, et le plus ouvert possible à la participation? Donc pour résumer, ces conseils de quartier, comment ils fonctionnent, quel est le calendrier, finalement, concrètement, comment ça marche, et puis les budgets participatifs, bah, comment ça va marcher, comment vous allez pouvoir les distribuer, et qui va pouvoir s'en servir pour créer quoi? C'est un peu ça. Comment ça marche? Comment ça va marcher les conseils de quartier? Donc ça va démarrer à partir du 20 mai. Ça sera ouvert à tous les Nantais. Et ça, c'est la première évolution sur laquelle je voudrais insister, puisque avant, pour participer au conseil de quartier, il fallait être membre du conseil de quartier. Aujourd'hui, dans ce mandat, n'importe qui, n'importe quelle Nantaise, Nantais qui a envie de participer au conseil de quartier pourra le faire. Ça, c'est un premier changement important. Le deuxième, c'est que vous me demandiez, monsieur, quels vont être les sujets que vous allez mettre à l'ordre du jour. Nous, municipalité, on a déjà des idées de sujets qu'on veut mettre à l'ordre du jour. Je cite deux, trois exemples. On peut parler de la question de l'isolement, sur lequel déjà plusieurs Nantaises et Nantais nous ont interpellés. On sait qu'on va avoir des questions autour de l'aménagement de tel ou tel projet dans tel ou tel quartier. Mais ce que je souhaite, moi, c'est que vous puissiez aussi, que les Nantaises et les Nantais qui participeront au conseil de quartier puissent aussi choisir les sujets qu'on va mettre au débat et à la concertation. Ça, c'est la deuxième grande évolution des conseils de quartier. Puis enfin, sur votre question sur le budget participatif, effectivement, nous nous engageons à ce qu'il y ait un budget participatif de 2 millions par an. Pourquoi j'ai donné cette somme? Parce que parfois, il y a un doute quand on lance ce type de démarche, qui est de dire, oui, mais est-ce que tout ça, c'est que de la discussion? Et une fois qu'on aura parlé, est-ce qu'il va se passer des choses concrètement? Bien là, c'est un engagement fort, puisque la municipalité fait le choix de dire il y a un budget spécifique qui va être dédié à un certain nombre de projets à l'échelle des quartiers. Ça peut être un projet autour de l'aménagement d'un espace public, ça peut être un projet d'accompagnement d'un type de projet, y compris, pourquoi pas, porté par une association. Ce qui est sûr, c'est que ce projet doit venir renforcer l'intérêt général. Alors passons à un second sujet. Malheureusement, ça va extrêmement vite et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'échanger plus longuement plus tard. Mais passons sur le sujet du transport, qui est un sujet extrêmement important. Nous sommes avec Rémi Chevret, qui voulait poser cette question de la densification urbaine que l'on a de plus en plus à Nantes et finalement des limites peut-être qu'on doit mettre en place pour garder un niveau de transport, une qualité de transport suffisamment agréable pour les Nantais. Rémi, je vous laisse poser votre question plus complète.
Oui, merci Romain. Alors bonsoir à tous et bonsoir Madame le maire. Alors je m'excuse excusez-moi par avance si des défauts de connexion apparaissaient. J'espère que ma question sera audible jusqu'au bout. Et effectivement, la question de la densification pour moi est prégnante d'une évolution envisagée pour la ville de Nantes d'accueillir toujours plus de Nantais. Alors moi-même, je ne fais pas exception à cette règle. La ville de Nantes m'a ouvert les bras il y a 5 ans. Donc je me suis installé ici, fonder une famille. Donc, je ne peux pas vouloir aujourd'hui imposer une limite physique à cette ville, mais j'observe de plus en plus qu'un certain nombre effectivement d'immeubles prennent place en lieu d'anciennes maisons nantaises, et de plus en plus de populations effectivement aspirent à vivre dans le centre de Nantes. Donc effectivement, cette réalité crée effectivement des conséquences de difficultés de circulation, d'accès et des transports de plus en plus difficilement absorbés demain des populations nouvelles. Rémi, êtes-vous toujours là? A priori, non. Bon, alors... Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ah si, c'est bon. Posez votre question, Rémi, parce qu'on vous entend très mal, en fait. Effectivement, pouvoir... Allez-y, allez-y. Vraiment soutenable. Alors, peut-être reposer la question, pour que Johanna et tout le monde puisse entendre la question, c'était quelle est la limite raisonnable à se fixer pour ne pas céder au tout immeuble, cher aux promoteurs, ou complexifier la circulation, notamment au cœur de ville. Donc, comment est-ce qu'on arrive à désengorger la ville pour les transports et à ramener de la fluidité dans la circulation? Bonsoir Romain. Bon, je ne vous vois pas beaucoup, mais par contre, je vous ai très bien entendu, donc je vais essayer de vous répondre sur cette question importante et une question d'ailleurs qui préoccupe, je crois, un bon nombre de Nantaises et de Nantais. D'abord, vous avez raison de dire que Nantes est une ville en dynamique, une ville qui se développe, pas simplement d'ailleurs parce qu'on accueille des nouveaux Nantais, comme vous-même, vous l'avez évoqué et on en est ravis, mais aussi tout simplement parce que dans cette ville, nous avons des enfants et des petits-enfants. Et que notre responsabilité, c'est aussi de leur proposer un avenir dans cette ville. Donc, sur la question du logement, on a un engagement clair, construire 6 000 logements par an, et je le dis au passage, 2 000 logements sociaux. Cette année, ces engagements, ils sont tenus, réalisés. Ça, c'est pour nous essentiel, d'abord pour permettre à chacune et chacun de trouver un logement, de pouvoir y élever dignement sa famille. C'est le droit au logement pour chacune et pour chacun, et on sait que c'est important. Et en même temps, moi, je suis extrêmement vigilante à se dire que Nantes ne doit pas devenir une grande ville un peu aseptisée, j'ai envie de dire. Parfois, quand on se promène dans des grandes villes en Europe, on a le sentiment qu'au fil des années, elles ont perdu un peu de leur cachet, j'allais presque dire de leur âme. À Nantes, ce n'est pas ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de ce mandat, j'ai demandé à ce qu'on puisse être extrêmement attentif à se dire « Ok, comment on construit des logements, parce que c'est important pour les familles, parce que derrière les logements construits, c'est aussi des entreprises qui travaillent, c'est aussi des emplois, mais comment on s'assure de la qualité. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est une nouvelle délégation que j'ai confiée à une de mes adjointes, qui est en charge du plan paysage et patrimoine par quartier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que demain, quand on construit une opération de logement, quand on réhabilite des logements existants, on prend en compte la dimension du paysage, la dimension du patrimoine de proximité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, on voit bien, quand on s'intéresse à ces sujets, qu'entre 2 opérations qui ont le même niveau de densité, pour reprendre les termes que vous évoquiez dans votre question, eh bien, il y a des opérations qui sont bien vécues, appréciées par les citoyens, et d'autres où les citoyens disent « c'est trop ». Et quand on regarde, on se rend compte que la différence, ce n'est pas sur le niveau de densification, puisqu'il est le même, mais que c'est sur la qualité des espaces publics, la qualité du bâtiment lui-même, la manière dont l'intérieur et l'extérieur communiquent, la manière dont les logements ont été pensés en fonction des besoins des familles. Donc cet attachement à la qualité, je crois que c'est aussi un enjeu important. Et puis pour finir sur la question du transport, parce que finalement il y avait plein de tiroirs, si je puis dire, dans vos questions, eh bien oui, on a besoin de prendre en compte cette question parce que quand des habitants se retrouvent à devoir habiter en 2e couronne de l'agglomération, si c'est leur choix,
parce que c'est leur modèle de vie, que c'est leur projet personnel ou familial. C'est tant mieux. Mais la réalité aujourd'hui, chacun le sait bien, c'est que parfois, c'est des familles qui font ce choix contraint d'un point de vue financier. Alors il faut nous être vigilants à ce qu'il n'ait pas à rajouter dans leur budget de tous les mois, en plus des charges que tout un chacun a, des questions de transport qui seraient extrêmement importantes, je pense notamment au transport automobile, et qui viendraient se rajouter. Vous avez raison de dire que la question du logement et la question du transport, on doit les penser ensemble et de manière imbriquée. Alors justement, les transports en commun, Maglone Calvas avait une question, presque une proposition sur ces transports en commun, a priori avec une expérience qui a été menée à Londres. Et puis une question sur cette île de Nantes finalement, avec ce campus hospitalier. Comment est-ce que tout ça va se passer? Maglone, je vous laisse poser vos questions. Oui, donc j'ai une question un peu plus large, enfin assez large sur le futur hôpital de l'île de Nantes. Donc je voulais savoir s'il y a des pistes de réflexion qui permettent de garantir la fluidité des transports lorsque ce campus hospitalier ouvrira. Et puis une deuxième question, donc un peu plus spécifique. Je souhaiterais savoir s'il serait possible d'envisager de créer une carte de transport rechargeable et qui nous permettrait, enfin qui permettrait aux utilisateurs d'être facturés proportionnellement à la distance parcourue, c'est-à-dire qu'on pourrait la badger à la montée et à la descente du tram ou du bus par exemple, ce qui pourrait être intéressant aussi pour les touristes notamment. Pour répondre à votre dernière question, peut-être en premier, aujourd'hui on avance sur deux choses. Un, ce qu'on appelle la carte Libertane, qui existe déjà aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez, mais qui vous permet de pouvoir avoir une carte avec vous et donc de ne pas prendre à chaque fois soit un ticket à l'unité, soit 10 tickets, soit un abonnement mensuel si vous n'en avez pas suffisamment l'usage. Cette carte, en quelque sorte, elle vous permet de bénéficier du tarif le plus avantageux au réel en fonction de votre consommation. Ça, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Ce qu'on va faire demain, c'est pouvoir étendre cette carte aux différents modes de déplacement. Avec une carte unique, c'est notre objectif, vous puissiez demain faire tramway, chronobus, mais aussi vélo, et pourquoi pas demain que ça puisse aussi être utile dans l'accès pour les parkings. Pourquoi on veut faire ça? Pour deux raisons. D'abord pour vous faciliter la vie, pour rendre les choses plus pratiques, mais aussi parce que le fond de la cohérence de ce qu'on essaie de faire sur les déplacements, c'est d'essayer de multiplier la complémentarité des modes de déplacement. Le réseau de transport public, le tramway, les chronobus, le bus, les déplacements doux, donc piétons et vélos, quand c'est nécessaire, la voiture, avec notamment un accent fort qui va être mis dans ce mandat. Les choses sont déjà très largement enclenchées sur les places en parking relais. Ça, c'était pour votre deuxième question. Sur la première, en ce qui concerne le CHU, effectivement, nous travaillons pour qu'à l'ouverture du CHU, l'hôpital puisse être desservi par un transport en site propre. Mais là aussi, on travaille sur les différents modes de déplacement. C'est-à-dire qu'en même temps, on est en train aujourd'hui de lancer cette étude-là pour regarder la manière dont ça peut se faire. On travaille aussi sur la question du stationnement, parce que c'est vrai qu'à Nantes, on a un des meilleurs réseaux de transport public en commun. C'est vrai que dans l'hôpital de Nantes, on mise sur ce qu'on appelle la médecine ambulatoire, donc le fait de rester moins longtemps à l'hôpital, de pouvoir ensuite être suivi avant et après à la maison. Il n'en demeure pas moins qu'il restera toujours des gens qui auront besoin d'aller à l'hôpital en voiture. Donc évidemment, on se préoccupe aussi de cette question. Et je peux vous dire que dans le projet tel qu'il est aujourd'hui, le nombre de places de stationnement à l'hôpital demain est supérieur aux possibilités qui existent aujourd'hui sur le site de l'Hôtel-Dieu. Alors passons à un autre sujet maintenant, qui est une question d'économie. On va passer un petit peu de temps dessus et parlons plus précisément de l'économie de la ville de Nantes, parce que la dotation budgétaire de l'État aux collectivités a été réduite. Alors la question, alors c'est Rémi, alors j'espère qu'on va l'entendre Rémi. Vous avez une question sur ces fameuses dotations et sur les pistes économiques alternatives pour pallier à cette baisse des dotations. Oui, effectivement. Alors j'espère effectivement que la connexion cette fois sera bien maintenue. Madame le maire, en effet, l'État annonce pour pouvoir tenir le cap des réductions de dépenses qui ont été consenties au niveau de l'Union européenne. Les villes, effectivement, sont principalement affectées par ces baisses de dotations qui auront à se répercuter forcément sur le budget. Vous imaginez possible pouvoir
maintenir un certain nombre d'ambitions sans pour autant qu'une pression fiscale sur les ménages ou les entreprises ne soit quelque part mise à contribution. Et nous avons perdu Rémi. Bon, alors peut-être qu'on peut résumer la question et avancer. Je crois que sa question, en tout cas, je l'ai entendue. Elle était effectivement particulièrement claire. D'abord, Rémi, vous avez raison de souligner cette baisse des dotations. C'est une réalité. Hein. Moi, je suis pour ce sujet pour tenir aux Nantaises et aux Nantais un langage de vérité. La baisse des dotations de l'État à la ville de Nantes entre maintenant, il y a un an maintenant, et 2017, c'est 25 millions d'euros. Et à la métropole, c'est 50 millions d'euros. Je le dis aussi assez tranquillement, j'ai eu l'occasion de m'exprimer publiquement sur ce sujet. Je pense que, et j'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre, je pense que ça va trop vite et trop fort. Parce que dans un pays où 70% de l'investissement public passe par les collectivités locales, il ne faudrait pas oublier que quand la métropole nantaise porte par exemple des grands projets comme la gare de Nantes, le futur site du CHU, derrière c'est le rôle de locomotive de la métropole dans la région et dans le Grand Ouest. C'est des centaines d'entreprises et c'est des milliers d'emplois qui sont en jeu. Maintenant, le principe de réalité est là et donc avec mon équipe, nous travaillons à pouvoir maintenir notre cap, continuer à prendre à la fois des décisions d'urgence parce qu'il y a des situations économiques et sociales qui nécessitent des mesures d'urgence et de préparer l'avenir. Alors comment nous faisons ? D'abord, j'ai annoncé d'ores et déjà un certain nombre d'efforts, y compris internes. Je cite quelques-uns, ils ne sont pas exhaustifs. Une baisse de 10% du budget de communication de la ville de Nantes. Pour prendre un exemple très concret, les vœux, exercices de rencontres, moments d'échange importants avec les Nantais que j'ai souhaité maintenir, je l'ai fait, mais en demandant une division par 2 du budget consacré aux vœux. Ces exemples pour vous dire que c'est un effort et une attention de tous les jours pour que chaque euro dépensé soit un euro utile. Est-ce que cela va suffire dans les années qui viennent? Parce que c'est ça la question. Non, il va falloir continuer à faire des choix. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui je suis confiante dans notre capacité à faire ces choix, c'est pour 2 raisons. D'abord parce que notre cap, il est clair. Il y a un certain nombre de sujets qui pour nous sont stratégiques. Je pense à l'éducation, je pense à la culture, je pense à l'emploi, je pense aux enjeux de sécurité. Bref, un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez exprimé des préoccupations, sur lesquels nous nous sommes engagés et ces engagements-là seront tenus. Ensuite, est-ce qu'on va demander des efforts à chacune et à chacun, y compris, je le dis, à notre collectivité, que ce soit à la ville de Nantes et à la métropole? Oui, c'est une réalité. Et puis j'en profite aussi pour le dire, j'avais pris un engagement pendant la campagne des municipales, c'était que à la ville de Nantes, les taux d'imposition pour les ménages n'augmenteraient pas, et je vous confirme que cet engagement sera tenu. Alors avançons avec Clément. Clément qui est fondateur d'une start-up, donc on va parler un peu d'économie numérique, puisqu'il voulait poser des questions par rapport au label de la French Tech. Clément, je vous laisse prendre la parole. Bonjour Madame Hébert, bonjour à tous. On a beaucoup entendu parler de la French Tech, notamment de nous entrepreneurs. C'est un secret pour personne. Les 2 premières années sont plutôt dures financièrement parlant. Par rapport à ça, je voulais savoir, dans le cadre de ce label French Tech, comment vous allez aider financièrement les créateurs d'emplois, les créateurs d'entreprises, plus d'emplois j'espère. Et d'abord les créateurs d'entreprises. Est-ce que des choses toutes bêtes, mais le RSA est souvent incompatible avec le statut d'entrepreneur pour trouver des bureaux. Donc je sais qu'il y a la halle numérique nantaise qui va se créer d'ici 2 ans. Mais concrètement, quelles vont être les mesures pour aider les entrepreneurs dans leurs premières années d'exercice et comment justement aider à créer de l'emploi plus tard sur Nantes? 2 choses peut-être. D'abord, d'un strict point de vue financier, Axel Lemaire, la secrétaire d'État en charge de ce sujet, a confirmé le budget de 250 millions par la BPI qui a vocation à venir remplir cette aide pour les startups. Et puis 15 millions de plus qui ont été confirmés récemment, notamment pour accompagner les startups à pouvoir figurer dans les grands salons internationaux.
parce que ce que les entrepreneurs avaient renvoyé, c'était que ça faisait partie des marches difficiles à franchir pour une jeune entreprise qui n'a pas forcément l'assise pour rentrer toute seule dans ces grands salons internationaux. Donc ça, c'est sur le volet financier. Ensuite, la question de l'accompagnement, et notamment par la métropole, elle ne se traduit pas, je crois, uniquement par des questions d'argent. Vous avez évoqué l'accompagnement pour les locaux. C'est clair qu'autour du quartier de la création, autour du projet de la numérique, il y aura un certain nombre d'opportunités. Et puis le rôle aussi qu'une métropole peut jouer, c'est la mise en relation des acteurs. Je prends un exemple. Moi, actuellement, quand je rencontre un certain nombre de grandes entreprises et de grands comptes de notre territoire, je leur dis « Attention, nous avons obtenu le label Nantech. Nous l'avons obtenu collectivement, parce que je rappelle qu'on est sans doute une des seules villes de France où la candidature elle a été portée par les responsables politiques, mais d'abord par les entrepreneurs, par les startups, par la CCI, par l'université, et que cette victoire elle a été collective. Et je crois que ce qu'on va en faire, parce que ce qui nous préoccupe les uns les autres, c'est pas simplement maintenant d'avoir le label, c'est en quoi il va être utile, en quoi il va être efficace, en quoi il va nous aider aussi à gagner le pari de l'emploi autour des enjeux numériques. C'est ensemble qu'on va le trouver. Et quand, par exemple, la métropole met en relation des grands comptes et des petites startups, eh bien, elle aide de trois manières. Elle aide par ce qu'on fait nous-mêmes, mais aussi par cette capacité à fédérer des gens différents et à pouvoir trouver des solutions parfois innovantes. Alors, nous, on était dans le domaine du numérique spécifiquement, mais sortons un peu de ce domaine du numérique. Rémi a relevé effectivement que Rémi Chevret, pardon, a remarqué que c'était un territoire extrêmement attractif. Et il avait quelques questions pour comprendre un peu mieux comment garder cette attractivité et quel levier choisir. Est-ce que Rémi, vous nous entendez et vous avez autre question avec vous? Alors, je vous entends très bien et merci déjà Madame le maire. La question que j'ai soulevée et celle de mes intéressantes. Effectivement, pousser un peu la question du dynamisme économique qui est inhérent à l'attractivité de la métropole. On a parlé logement, on a parlé transport. Le numérique, nécessairement aujourd'hui, est un positionnement pertinent et très très ancré dans la métropole, dans la ville de Nantes, avec la cantine numérique et beaucoup d'autres acteurs. Vous le citez, dans les années à venir, c'est une étude France Stratégie pointe du doigt que de plus en plus, effectivement, de départ à la retraite vont avoir lieu dans des secteurs notamment de l'aide à la personne, dans les services, dans l'industrie. Comment permettre effectivement à la ville de Nantes de rester attractive de façon pérenne sur ces secteurs d'activité pour garder effectivement une position économique avantageuse et peut-être dans les mois qui viennent redresser effectivement la courbe du chômage chère au président de la République. Trois choses, peut-être. D'abord, pour finir sur la question du numérique. Vous avez été plusieurs à poser la question. Vous avez remarqué qu'effectivement, dans cette année utile pour Nantes, nous avons fait le choix, j'ai fait le choix de miser sur le numérique en considérant que c'était un secteur d'avenir. Parce que je crois qu'effectivement, les questions de transition écologique, les questions de transition numérique, c'est des questions pour demain. Et en même temps, je le dis, moi, je ne suis pas une BA numérique. Le numérique, ça pose aussi un certain nombre de questions. Et les enjeux, par exemple, d'éducation au numérique, d'éducation à l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants et pour les jeunes, ça fait aussi partie des sujets auxquels nous travaillons et sur lesquels nous avons avancé sur des propositions concrètes. Donc je voulais en profiter pour le dire parce que quand on parle du numérique, on a raison, on parle de l'emploi, on parle du dynamisme, on parle des startups, mais il faut aussi qu'on parle de cette dimension éducative, en tout cas à Nantes, dans le projet que nous construisons, c'est pour nous une dimension importante. Ensuite, sur comment on fait pour que Nantes continue à rayonner et à se développer. D'abord, on continue à investir et à porter des grands projets. Je l'évoquais tout à l'heure, pourquoi quand on travaille sur un projet de doublement de capacité de voyageurs pour la gare de Nantes, quand on travaille sur l'hôpital pour demain, quand on travaille sur le transfert du mine, c'est autant de gros projets qui nous permettent de jouer ce rôle de locomotive du territoire, avec derrière des entreprises et donc derrière des emplois. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que si on veut passer ce cap de métropole européenne, qui est un des objectifs que fixé dans le mandat, et on a quelques résultats depuis un an, je pense à l'ouverture du lycée international de l'île de Nantes, je pense à Nantech, mais aussi à la présidence d'Eurocities, ce réseau des 130 métropoles. Bref, on a besoin de continuer à bâtir une stratégie d'ouverture à l'Europe et à l'international.
Et puis surtout, et je voudrais finir là-dessus, c'est que quand on parle d'innovation, je pense que l'innovation, c'est dans de nombreux secteurs. Quand on regarde pourquoi Nantes a mieux résisté que d'autres territoires à la crise, et il ne s'agit pas de s'en contenter, hein, il suffit de regarder le taux de chômage dans certains quartiers ou auprès de certaines générations, je pense aux plus jeunes ou à nos seniors, pour se dire qu'on a énormément de travail à faire encore ensemble. Mais en tout cas, on voit que la diversité du tissu économique nantais fait qu'on a plus les ressources que d'autres pour résister. Donc, on doit cultiver la diversité de ce tissu économique et puis on doit apprendre à travailler mieux ensemble. C'est pas le hasard si la semaine dernière, j'ai installé le Conseil des acteurs économiques. C'est une première à l'échelle de l'agglomération. Ça regroupe des organisations dites consulaires, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et d'artisanat, mais aussi la Chambre d'agriculture ou l'économie sociale et solidaire, des réseaux d'entreprises, je pense au Centre des jeunes dirigeants ou la Jeune Chambre économique, et puis ce qu'on appelle nos pôles de compétitivité, bref, comment public et privé sont capables de travailler ensemble main dans la main. Alors, parlons d'écologie, parce que quand on parle d'économie, de croissance, effectivement, à Nantes, il y a un souci de le faire dans un développement responsable. Et je vais donner la main à Maglone, qui va pouvoir poser ces deux questions en une seule, sur comment est-ce qu'on associe emploi et développement durable, et comment est-ce qu'on limite le gaspillage alimentaire à Nantes. Maglone, je vous laisse la main. Oui, donc mes deux questions sont notamment concernant l'emploi. Quelles sont les mesures qui sont actuellement mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre pour promouvoir l'emploi, notamment dans le respect des principes de développement durable? Et ma deuxième question concerne un éventuel plan pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Merci. Sur votre première question sur l'emploi, je l'ai dit, c'est la première préoccupation, je crois, des Nantaises et des Nantais, et donc c'est notre priorité. Et en même temps, il faut être clair, une équipe municipale ne peut pas tout faire sur ce sujet. Par contre, moi j'ai considéré qu'on avait une responsabilité, c'était d'utiliser tous les leviers qu'on a pour être efficace. Donc d'abord, on a rempli nos engagements. Un de ces engagements, c'était 400 emplois d'avenir pour les jeunes dans cette première année de mandat, c'est fait. Et en même temps, chacun sait, et vos questions le montrent d'ailleurs, que c'est bien dans le secteur privé, dans les entreprises, que la majeure partie des emplois se créent. C'est pour ça que moi j'insiste sur cette nécessité du partenariat avec les acteurs économiques. D'autant qu'à Nantes, on a plutôt, la chance d'avoir des entrepreneurs attachés à leur territoire, dans une majorité, deux, que la qualité de vie participe aussi de notre dynamisme économique. Parce que je pense qu'il ne faut pas opposer le dynamisme économique et la qualité de vie nantaise. L'un va avec l'autre. Je ne reviens pas sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la mise en place du Conseil des acteurs économiques, les grands projets d'infrastructure pour jouer ce rôle de locomotive, mais je pourrais aussi évoquer ce qu'on fait notamment autour de la RSE, la responsabilité sociale environnementale. C'est un travail qui est piloté par un membre de mon équipe, André Sauxac, qui, avec les entreprises, et notamment avec les PME et les TPE, et ça j'y tiens beaucoup, parce que pour notre territoire, elles sont extrêmement importantes, on avance sur ce sujet. Puis sur votre deuxième question, je crois autour du plan de gaspillage, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il pourrait y avoir demain un plan de gaspillage dans les cantines scolaires? Il y en avait un dans le dernier mandat. Nous avons considéré qu'il était insuffisant et qu'on devait aller plus loin. C'est Catherine Choquet, qui est mon adjointe en charge de ce sujet et qui m'a fait des propositions pour avancer notamment sur 3 axes. Le premier, c'est comment on prévient les causes de ce gaspillage. Pour pouvoir progresser, il faut savoir d'où il vient. Et vous imaginez qu'à l'échelle d'une ville où on produit 13 000 repas par jour, forcément, l'effet volume, il est énorme. Donc, la manière dont on est volontariste sur ce gaspillage, ça a des impacts importants. Donc, identifier les causes, pouvoir sensibiliser les personnels, parce qu'il ne suffit pas de le décider politiquement, ensuite il faut que ça puisse être mis en œuvre concrètement sur le terrain. Et puis le troisième axe de ce plan, c'est aussi de travailler sur toute la question du réemploi des déchets notamment, et parfois même de le faire avec les enfants et de proposer des projets éducatifs là-dessus. Pour donner juste un chiffre, dans ce qui a été engagé depuis 1 an sur cette question du gaspillage, ça nous a permis d'économiser d'un point de vue financier 10 000 €. C'est important, évidemment. On a évoqué tout à l'heure la situation financière. Mais au-delà de ça, là aussi, je crois que c'est l'enjeu de l'éducation au développement durable, de l'éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais sans jamais, et ça pour moi c'est essentiel, être dans une logique moralisatrice. Je crois qu'on ne fera pas progresser ces sujets en expliquant aux gens la manière dont ils doivent faire. Je pense que c'est davantage
par la sensibilisation, par les projets concrets, et que notamment nos enfants sont peut-être les meilleurs ambassadeurs de ces sujets. Alors après l'écologie, sans transition, parce qu'il n'y a pas forcément de lien, mais bon, ce sont les questions des internautes, on va passer plutôt à la sécurité, avec Rémi, qui dit qu'effectivement Nantes n'est pas une ville où il y a beaucoup d'insécurité. Mais pourtant, comment est-ce qu'on envisage la suite avec cette sécurité? Rémi, je vous laisse poser votre question. Alors oui, effectivement, Madame le maire, alors voilà, ça n'est pas dans ma vision des choses que de faire l'apologie du sentiment d'insécurité par rapport à la réalité qu'il y a. En même temps, j'observe effectivement dans des zones assez névralgiques ce point de passage très fort dans la ville de Nantes, notamment sur les endroits type place du commerce, place Bourse, qui mangent des soirs, des personnes, des regroupements de personnes qui effectivement sont toujours allés chercher querelle. J'ai déjà assisté à des foyers de tension et quelques rixes entre personnes dans ces endroits de façon très régulièrement, et de l'avis de quelques-uns de mes amis, sans pour autant observer de présence policière de façon préventive, qui pourtant, en y mettant un peu plus de gendarmes à quelques offrir aux citoyens, ils sont très nombreux à passer dans cette zone-là, un peu plus de sécurité possible, de pouvoir effectivement un peu plus encadrer ces points de passage très fréquentés des Nantais. Donc, Johanna, je ne sais pas si vous avez bien entendu la question. Si, j'ai entendu la question de Romain. D'abord, alors c'est Rémi. Cette question, pardon, de Rémi. Cette question, elle revient effectivement. Et pour prendre que le dernier exemple en date, la semaine dernière, comme l'ensemble de mes collègues, j'étais en réunion d'appartement, puisque dans cette semaine que j'ai proposé de point d'étape, en quelque sorte, comment cette année nous l'avons travaillé pour qu'elle soit utile pour Nantes et pour les Nantaises et les Nantais, cette envie de venir partager ce travail, non pas pour faire un bilan, parce que le bilan c'est en 2020, on le fera, mais parce que ça fait partie de mes engagements sur la transparence et sur cette nouvelle manière de rendre compte. J'ai donc, avec une de mes collègues, Fabienne Padovani, animé une réunion d'appartement, donc une réunion avec une dizaine, une quinzaine de personnes dans un des quartiers du centre-ville de Nantes. Et effectivement, cette question est revenue. Donc moi, je voudrais d'abord dire que je considère que ça fait partie des droits fondamentaux pour chacun. L'éducation, la santé, le logement, la sécurité. Et donc cette question doit être traitée sérieusement. Sérieusement, c'est d'abord en se redisant qui est compétent de quoi. Donc je le redis ce soir au passage, c'est bien l'État, par la voie du préfet, qui a la compétence en matière de sécurité. En même temps, si je vous dis uniquement ça ce soir, ou si je dis ça aux Nantaises, aux Nantais qui m'interpellent sur ce sujet dans la rue, vous allez me dire, ou ils vont me dire, bon bah très bien, mais concrètement, comment ça fait avancer cette question qui parfois nous interpelle, parfois nous fait un peu peur aussi. Je crois qu'il faut le dire. Moi, j'ai décidé de faire deux choses. La première, à chaque fois que c'est nécessaire, de prendre position, d'interpeller, y compris sur la nécessité d'effectifs supplémentaires. Nous l'avons fait, nous avons obtenu un certain nombre d'effectifs supplémentaires à Nantes, et j'entends bien rester vigilante à ce qu'ils y restent, et y compris dans le nom qu'on nous avait annoncé. Ça, c'est parce que sur ce sujet, je crois que la présence sur le terrain d'effectifs, notamment de la police nationale, pour répondre aux préoccupations que vous évoquez, c'est la première condition pour que ça puisse avancer. La deuxième, c'est qu'il y a tout un tas de questions pour lesquelles les Nantaises et les Nantais me disaient qu'ils n'avaient pas de réponse. Je prends un exemple concret. On m'a souvent dit, voilà, quand il y a un conflit de voisinage et qu'on appelle les services de police, notamment, on n'a pas de réponse. Non pas parce que les services de police ne feraient pas leur travail, tout simplement parce qu'ils sont concentrés sur ce qui est leur cœur de métier, la lutte contre le trafic, le banditisme, et que ces petites questions des incivilités au quotidien semblaient, pour les habitantes et les habitants, moins pris en compte. Et pourtant, toutes celles et tous ceux qui ont eu à le vivre savent bien que au quotidien, ça peut être extrêmement pénible. Donc, j'ai considéré que là, il y avait la part de responsabilité que la ville pouvait prendre. Concrètement, ça veut dire ouverture d'une maison de la tranquillité publique sur le site de l'ancienne manufacture des tabacs, qui permettra à chacun d'avoir la garantie d'un lieu identifié, de la possibilité d'un appel, mais surtout d'un suivi personnalisé.
Puis la deuxième chose sur laquelle on s'engage au travers de cette maison de la tranquillité publique, c'est pas simplement de mobiliser le service public sur ce sujet, mais de pouvoir travailler avec les acteurs associatifs. Je pense par exemple aux associations qui travaillent sur la prévention ou sur l'aide aux victimes, pour qu'ils viennent avec nous apporter leurs ressources à ce projet. Est-ce que ça résoudra tout? C'est évidemment pas ce que je vais vous répondre, ce serait pas sérieux de le dire comme ça, mais en tout cas, sachez que sur ce sujet, on prend nos responsabilités et on essaie là aussi de trouver des réponses efficaces pour que ça avance. Alors, dernière thématique, la culture, avec Stéphane Auger. Et là, c'est plus la parole d'un grand-père qui va pouvoir s'exprimer. Alors, Stéphane nous disait, l'offre est riche et variée, mais souvent, elle n'est pas adaptée au grand nombre. Alors, Stéphane a eu l'occasion d'avoir des expériences à Nantes dans le domaine culturel. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous définir quelle est votre problématique selon vous, et puis quelles sont les solutions, et puis finalement, qu'est-ce que vous demandez à Johanna Roland aujourd'hui sur cette question culturelle? Oui, bonsoir Madame le maire. C'est vrai que je viens sous deux casquettes. Je travaille depuis des années autour de l'action culturelle sur une grosse association nantaise. Et en même temps, je suis citoyen, donc je suis devenu grand-père, donc j'ai des petits-enfants. Et mon souci est, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée, en tant que citoyen, cette forme d'accessibilité pour tous. Alors c'est vrai que Nantes s'est développée là aussi culturellement énormément. C'est pas une ville où l'on passe, mais une ville où l'on s'arrête. On remarque qu'il y a un tourisme grandissant autour des événements culturels, que ce soit le parc des Chantiers, le lieu unique, la folle journée, mais de savoir aussi si les Nantais, cette culture, elle est bien faite pour eux. Alors je suppose que oui, pour grand nombre d'acteurs culturels, c'est une culture pour tous, et je crois que les élus qui sont autour de vous le disent. Après, il faut pouvoir le mettre en pratique, et c'est quelquefois compliqué. On a l'impression que c'est centré sur bien sûr le centre de la ville, que les quartiers ne sont pas toujours favorisés par la venue des événements culturels, et puis surtout que certains événements que vous financez en partie n'ont pas forcément la gratuité. On est loin d'une médiation culturelle qui puisse permettre cet accès qui me semble et que je défends important pour toutes et pour tous. Merci. Donc ma question, c'est un petit peu, est-ce que la politique culturelle de la ville, excusez-moi, va aller encore plus dans ce sens? Voilà, à peu près ma question. D'abord, nous avons fait un choix dans cette première année. C'est que dans un contexte difficile d'un point de vue financier, contrairement à ce que je vois dans d'autres villes, je n'ai pas fait le choix de baisser ni le budget de l'éducation ni le budget de la culture, par exemple. Parce que je ne fais pas partie de celles et ceux qui croient que parce que c'est la crise, il faut arrêter d'investir sur l'éducation et la culture. Je crois que, y compris dans ces périodes-là, il faut continuer à investir ces sujets, y compris parce que je suis intimement convaincue que c'est le début de la bataille pour l'égalité. Je dis la bataille à dessein, parce que les sujets que vous évoquez, ils sont, j'allais dire, à remettre sur la table en permanence. Ils ne sont jamais gagnés d'avance. Je voudrais donner peut-être un exemple, là aussi concret, pour dire comment nous avons innové sur ce sujet. Quand, pour la première fois, Royal de Luxe vient dans un quartier populaire, à Mannemande, sur le parc d'Edervalière. Je ne sais pas si vous y étiez, mais pour y avoir assisté, pour avoir partagé ce moment avec les Nantaises et les Nantais, là on est clairement dans la culture, sur l'espace public, à destination du plus grand monde. Donc est-ce qu'on va continuer ce type d'évolution, ce type d'inflexion, ce type d'innovation? Oui, tout en continuant en étant extrêmement exigeant sur la qualité de l'offre culturelle. Et puis je voudrais dire un dernier mot sur la question financière que vous évoquez. Je crois qu'effectivement, il faut systématiquement se poser la question de la politique tarifaire. Est-ce que le tarif de telle offre culturelle, de tel spectacle, de tel projet est accessible? Mais je crois aussi, et si vous êtes impliqué sur ce sujet, je suis sûre que vous l'avez vécu, qu'on sait bien que pour les familles, les barrières, parfois, elles sont autant dans les têtes que dans le porte-monnaie. Est-ce que ce spectacle est fait pour moi?
Est-ce qu'aller à l'opéra, c'est pour moi? Est-ce qu'aller au théâtre, c'est pour moi? Donc c'est aussi toutes ces questions qui sont à mettre sur la table. Puis je voudrais dire une dernière chose. Moi, je crois qu'il faut parfois sur ce sujet renverser la vapeur. Vous dites, est-ce que la culture est faite pour ces Nantais? Moi, j'ai envie d'aller plus loin et de vous dire, est-ce que cette culture, elle est aussi faite par les Nantais? Parce que le fait de reconnaître que tel ou tel projet est un projet culturel et de donner à voir, je pense que c'est aussi ce qui fait partie d'avancer là-dessus. C'est pour cette raison que sur la dernière édition du Voyage à Nantes, par exemple, j'ai demandé aux équipes du Voyage à Nantes de faire une place plus importante à des artistes nantais. Parce que je considérais que c'était le moment de donner à voir de ces talents-là. Et puis, juste un mot pour finir sur cette question. Je crois que nous devons aller plus loin sur la question de l'art et de l'espace public. Parce qu'il faudra continuer la grande bataille de la démocratisation culturelle pour l'accès aux salles, aux spectacles, aux musées. Par exemple, quand on travaille sur le musée des Beaux-Arts, on y réfléchit. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est sortir des murs, c'est sortir des institutions. Alors justement, on parlait d'éducation à la culture et ce sera notre toute dernière question. Ce sera une question de Joseph Désiré Saumin sur une bibliothèque municipale qui pourrait être prévue pour Nantes Sud. Où en est-on? C'est un peu ça votre question. Oui, parce que dès mon arrivée à Nantes, il y a 6 mois, mon premier réflexe a été naturellement d'aller vers les bibliothèques. Et il s'est trouvé que j'ai fait le tour et il m'a semblé qu'il y avait des bibliothèques presque dans toutes les autres zones de Nantes, sauf Nantes Sud. Et donc, pour aller à la bibliothèque, moi, je dois faire 45 km en transport en public, quand je prends le bus OV, 45 minutes. 45. Et donc, je voudrais savoir, à quand est-ce que vous pourrez rapprocher la culture de Nantes Sud en installant une bibliothèque municipale à Nantes Sud? Alors, pour être franche, on n'a pas de projet de faire une nouvelle bibliothèque à Nantes Sud dans ce mandat, pour une raison, c'est que par contre, on travaille avec une bibliothèque associative. Sur Nantes, on a 4 bibliothèques associatives avec lesquelles on a une convention. C'est le cas à Nantes Sud, une bibliothèque associative qui s'appelle Expression Livre. Donc voilà, si ça vous intéresse, hors antenne, je vous transmettrai les coordonnées et la localisation de cette bibliothèque qui est sur votre quartier. Eh ben, merci beaucoup, Johanna Roland. Nous venons de passer 40 minutes ensemble avec des citoyens nantais qui ont posé toutes leurs questions. Merci pour avoir pris ce temps-là. Merci pour cette semaine que vous avez organisée pour les 1 an de votre mandat. Je rappelle que nous étions avec Maglone Calvas, Rémi Chevret, Stéphane Auger, Clément Drouet et Joseph Désiré Saumin. Merci à vous pour vos questions, pour vos contributions. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur nantes.fr dès demain. Et puis, on se retrouvera avec Johanna Roland pour un prochain hangout qui aura lieu dans quelques mois, je pense, pour refaire un point d'étape et pour échanger sur d'autres sujets. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Johanna Roland, pour ce temps. Et puis, à très vite pour ces questions et ce rendez-vous avec Johanna Roland. Merci à vous. Merci. Merci. Oui.